Et si le problème avec les maths pour tant d'enfants ne venait pas d'eux, mais de nous, de la façon dont on les enseigne? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger dans le fonctionnement du cerveau pour voir comment il est en fait déjà câblé pour comprendre les nombres. Waouh, cette dédicace, elle est poignante. Elle résonne avec une expérience que tellement de gens ont vécue. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement déconstruire cette idée reçue. On va essayer de proposer une autre vision, une vision plus optimiste et surtout qui colle beaucoup plus à la réalité de notre biologie. Alors voilà le programme. On va d'abord repenser un peu notre rapport aux maths, ensuite on verra ce fameux sens du nombre dans le cerveau, puis le rôle du corps et notamment des doigts. On fera le grand saut des objets concrets vers les idées abstraites, on parlera aussi de l'impact du stress et on terminera en esquissant le portrait du mathématicien de demain. C'est un voyage qui suit à la fois l'histoire de l'humanité et le développement d'un enfant. C'est parti! Allez, on commence. Première étape, repenser notre approche. Le cœur du problème, c'est que la manière dont on enseigne les maths va souvent à contre-courant du fonctionnement naturel de notre cerveau. Le truc, c'est que l'école met souvent le paquet sur la vitesse et le par cœur. On veut la bonne réponse et vite. Mais en faisant ça, on oublie complètement l'intuition, l'émotion, le sens, tout simplement. C'est un peu comme vouloir construire une maison en commençant par le toit, sans se soucier des fondations. Forcément, à la fin, la structure est bancale et tout ça devient une source de stress. Ok, maintenant revenons aux origines. Comment est-ce que ça commence tout ça? Eh bien avant la maternelle, bien avant même de connaître les mots 1, 2 ou 3, le cerveau a déjà une sorte de super pouvoir mathématique intégré. Ça s'appelle le système numérique approximatif. En gros, c'est un sens du nombre qui est câblé en nous depuis la nuit des temps. C'est un héritage de notre évolution. Ça nous permet de voir deux troupeaux d'animaux et de savoir, d'un coup d'œil, lequel est le plus grand, sans avoir besoin de compter. C'était vital pour nos ancêtres, et c'est une capacité qui est toujours bien présente chez les tout-petits. Mais alors, comment ça marche? Comment notre cerveau peut-il voir un nombre sans passer par la case comptage? C'est une super question, et la réponse est vraiment fascinante. Elle est à la base de toute notre relation au nombre. Regardez bien ces points. Voilà. Personne n'a eu besoin de faire 1, 2, 3. On voit 3 instantanément. Le cerveau ne compte pas, il reconnaît une forme, une quantité d'un seul coup. Ce tour de passe-passe, ça a un nom, la subitisation. Et c'est une des compétences les plus fondamentales en maths. D'ailleurs, les études montrent que les enfants qui sont à l'aise avec ça apprennent à calculer beaucoup plus facilement et avec moins d'anxiété. C'est donc super important. Après la perception quasi instantanée, on passe à l'action, au mouvement. Et là, c'est le corps qui entre en jeu. Plus précisément, les mains. Elles ont un rôle absolument crucial et qu'on a beaucoup trop tendance à oublier. Nos doigts sont notre première calculatrice. C'est aussi simple que ça. Et ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit. Arrête de compter sur tes doigts, c'est pour les bébés. Mais en fait, c'est tout le contraire. C'est une étape neurologique absolument essentielle. D'ailleurs, il y a un truc assez fou. En anglais, le mot digit veut dire à la fois chiffre et doigt. Et ce n'est pas un hasard, c'est une trace de cette vérité historique. Avant d'être des petits dessins sur du papier, les nombres, c'était des gestes, c'était le corps. Donc, un enfant qui compte sur ses doigts, il ne fait que suivre le chemin que toute l'humanité a emprunté avant lui. Du coup, on comprend pourquoi interdire à un enfant de se servir de ses doigts peut être carrément contre-productif. Ça perturbe la façon dont son cerveau associe un nombre à une quantité. Ça lui demande un effort mental beaucoup plus grand pour rien. Et surtout, ça crée du stress là où il ne devrait y en avoir aucun. Bref, vouloir lui enlever cet outil trop vite, c'est comme lui retirer une rampe d'accès alors qu'il apprend à monter les escaliers. On le l'aide pas, on le met en danger. Bon, on a vu le corps, maintenant passons à l'étape suivante. C'est le grand saut. Comment on passe des objets qu'on peut toucher à des idées purement abstraites. C'est sans doute l'une des étapes les plus complexes de tout l'apprentissage. Ce passage, il a pris des millénaires à l'humanité. On est passé des cailloux dans la main aux entailles sur un bâton pour finalement arriver à des symboles comme 5 sur une page. Eh bien, ce voyage monumental, chaque enfant doit le refaire à toute vitesse dans sa propre tête. C'est énorme. Au début, compter, c'était simple. Une pierre pour un monton. Facile. On représente ce qui est là. Mais le vrai casse-tête, le défi intellectuel qui a bloqué tout le monde pendant des siècles, c'était comment on représente ce qui n'est pas là? Comment on compte l'absence? Et puis, le héros de l'histoire est arrivé, le zéro. Découvert dans l'Inde ancienne, il a tout changé. Le zéro, ce n'était plus juste un trou, un espace vide. C'est devenu un nombre à part entière, avec son propre pouvoir. Et cette idée, elle est tellement révolutionnaire qu'elle a permis de construire toutes les maths modernes, de l'algèbre jusqu'à nos ordinateurs. Impossible de parler des maths sans parler des émotions. L'anxiété mathématique, la fameuse bosse des maths qu'on n'aurait pas, ce n'est pas un défaut de personnalité. Non, c'est une réaction biologique bien réelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la comprendre et donc la gérer. Voilà ce qui se passe dans la tête. Pour le cerveau, un problème de maths peut être perçu comme un danger, une menace. Du coup, l'amygdale, qui est notre système d'alarme interne, se déclenche.
Elle tire la sonnette d'alarme et, paf, elle coupe les ponts avec les parties du cerveau qui servent à la réflexion, à la logique. Pour le dire simplement, quand la peur s'installe, le cerveau pensant se met en veille. Et c'est là que le langage qu'on utilise a un impact énorme, un impact directement biologique. Un simple « c'est faux » peut suffire à déclencher l'alarme. Alors qu'un « ah, c'est intéressant, voyons voir ça ensemble », ça maintient le cerveau en mode curiosité, en mode apprentissage. Le choix des mots, c'est ce qui crée ou détruit la sécurité émotionnelle, indispensable pour réfléchir. Alors, au final, on fait quoi de tout ça? Quelle est la bonne approche? Eh bien, il s'agit peut-être de redéfinir complètement ce que ça veut dire être bon en maths. Ce dont les enfants ont vraiment besoin, ce n'est pas de faire des exercices plus vite, c'est d'avoir le temps d'explorer, le droit de se tromper. Ils ont besoin d'un langage qui les aide à voir comment les choses fonctionnent, pas juste à trouver la bonne réponse. Et surtout, ils ont besoin d'expériences qui connectent leur corps, leur cerveau et qui donnent du sens à tout ça. Et voilà, la nouvelle définition du succès. Le mathématicien du futur, ce n'est pas le plus rapide, c'est le plus curieux, le plus flexible. C'est celui ou celle qui fait preuve de résilience face à un problème et qui cherche avant tout à comprendre en profondeur. L'objectif n'est pas de former des calculatrices humaines, mais des esprits créatifs et confiants. Et je vais terminer avec cette question pour la route. Et si les maths, au fond, ce n'était pas un test à passer, mais plutôt un langage magnifique pour décrire et comprendre le monde qui nous entoure. Rien que de voir les choses comme ça change tout, non ?